Merci Nicolas. Bon, d'abord, je voudrais faire état peut-être d'un point de désaccord avec ce que vient de dire Nicolas. Je ne suis pas sûr d'être totalement d'accord avec l'idée de qualifier le contentieux sur les droits et libertés fondamentales de DLF. Parce qu'en tant que fiscaliste, DLF, pour moi, ça a une signification assez précise et je ne vois pas très bien comment on peut l'associer à la protection des droits et libertés fondamentales. Bon, je voulais, évidemment, dans un rapport sur les questions d'insécurité juridique, il y a forcément une partie importante qui doit être consacrée aux questions fiscales, puisqu'on sait tous que l'insécurité fiscale est un des éléments les plus souvent critiqués dans l'application de la loi fiscale en France. Alors quand on parle d'insécurité fiscale, il faut bien voir de quoi on parle. On n'est pas du tout en train de parler du niveau des taux d'imposition, du fait que la loi fiscale serait plus sévère en France que dans d'autres États. Ce n'est pas le sujet. On peut avoir des remarques en tant que praticien, en tant que représentant d'entreprise sur cette question-là, mais la question de l'insécurité fiscale ne porte pas sur le niveau de la fiscalité. Elle porte uniquement sur la question de l'instabilité de la loi fiscale et de l'incertitude de l'application de la loi fiscale. Donc on ne porte pas de jugement de valeur sur le contenu de la norme fiscale. On s'intéresse seulement aux conditions d'élaboration et d'application de la loi fiscale. Alors ces problématiques, elles sont bien identifiées. Il y a eu de nombreux rapports, les rapports du Conseil des impôts, le rapport Gibert en 2004, le rapport Fouquet en 2008, qui ont caractérisé les problèmes liés à l'instabilité de la norme fiscale. Et on le trouve d'ailleurs parfaitement décrit dans un tableau qui est une actualisation en fait d'un tableau qui figurait déjà dans le rapport Fouquet, qui est page 245 du rapport, et qui fait apparaître que chaque année, bon an, mal an, on modifie à peu près 1000 articles du Code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire à peu près 20 à 25% du nombre total d'articles du Code général des impôts. Donc voilà, l'instabilité de la loi fiscale, elle peut être objectivée très clairement, et c'est un constat qui, aujourd'hui, est absolument incontestable. Cette instabilité de la loi fiscale elle-même, elle se double, elle se cumule avec une incertitude dans l'application de la loi fiscale. C'est vraiment deux questions différentes, et les propositions qui sont formulées dans le rapport s'articulent d'une part autour des questions d'élaboration de la loi, et d'autre part autour des questions d'application de la loi. Alors d'où vient cette incertitude dans l'application de la loi fiscale ? D'abord, de ce que l'administration fiscale française a pour habitude de ne pas répondre, en règle générale, aux questions qui sont posées par les contribuables sur les problèmes qu'ils rencontrent dans l'application de la loi fiscale, contrairement à d'autres administrations étrangères. Donc on n'a pas cette culture du rescrit, même si les choses ont beaucoup évolué ces dernières années, ça reste insuffisant. Deuxième point, eh bien, quand il y a un problème sur l'interprétation d'une loi fiscale, celui qui doit trancher en dernier lieu, c'est le juge, bien sûr, mais le juge, il se prononce tardivement. Il se prononce tardivement, notamment parce que devant les juridictions, la procédure est longue en raison des retards mis par l'administration fiscale à répondre aux observations des contribuables. Et puis enfin, l'incertitude dans l'application de la loi fiscale tient à la variabilité de la doctrine de l'administration fiscale, qui est un élément important de l'application de la loi fiscale et qui change excessivement. Donc les propositions qui vont être formulées dans le rapport, elles sont structurées autour de ces deux grands domaines: élaboration de la loi fiscale d'une part, en vue de limiter l'instabilité de la loi fiscale, et incertitude dans l'application de la loi fiscale d'autre part, donc en vue de limiter l'incertitude dans l'application de la loi fiscale. Alors en ce qui concerne l'élaboration de la loi fiscale, on va dire qu'il y a trois grandes séries de propositions. Il y a une première série de propositions qui ont pour objet de traiter des questions de vote, des conditions de vote de la loi fiscale. Un des facteurs d'instabilité de la loi fiscale, c'est le fait qu'on peut trouver des dispositions fiscales dans toutes les lois. Pas seulement les lois de finances, contrairement à une idée répandue, mais aussi les lois ordinaires. Et juste pour donner un exemple, dans la loi Macron, qui est une loi ordinaire, donc, qui est aujourd'hui en discussion devant le Parlement, il y a des dispositions fiscales. Il y a des dispositions fiscales. Donc on peut trouver des dispositions fiscales partout. Et ça, c'est un facteur d'instabilité important.
parce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment de l'année, dans une loi, quel que soit son objet qui est débattu au Parlement, on peut introduire des dispositions de nature fiscale. Alors, une des premières propositions du rapport, mais qui reprend là aussi des propositions qui avaient été faites antérieurement, c'est de conférer un véritable monopole des lois de finances en matière fiscale, qui n'existe pas aujourd'hui, de façon à ce qu'on soit sûr que toutes les dispositions fiscales figurent uniquement dans les lois de finances. Pour compenser cette disposition qui donnerait donc un monopole au gouvernement pour intervenir en matière fiscale, on propose par ailleurs d'abroger l'article 40 de la Constitution qui limite le droit d'amendement des parlementaires en matière fiscale. Donc première série de propositions sur les conditions de vote de la loi fiscale. Deuxième série de propositions, la question de la concertation. Parce qu'à la limite, que la loi fiscale change beaucoup, ça ne serait pas si grave que ça si les acteurs économiques étaient associés de manière étroite à l'élaboration de la loi fiscale via une concertation, comme ça se pratique dans de nombreux pays, notamment les pays anglo-saxons, avec la pratique des Green Papers, des White Papers, dans ces pays-là, qui permettent d'associer très en amont de l'adoption des dispositions fiscales les différents acteurs économiques. Mais en France, on n'a pas du tout cette culture de la concertation. Et bien au contraire, la plupart des dispositions fiscales, elles apparaissent au dernier moment, elles sont parfois introduites des dispositions très importantes par voie d'amendement parlementaire en toute fin d'examen des lois de finances. Donc on va avoir une disposition qui va être applicable à l'année N et qui va être révélée pour la première fois aux acteurs économiques au mois de décembre de cette année N. Elle ne sera même pas dans le projet de loi de finances à l'origine, qui lui est rendu public en septembre de l'année N. Donc cette question d'absence de concertation est un facteur très important aussi de l'instabilité de la loi fiscale. Et donc on propose dans le rapport de systématiser le recours à la concertation publique lors de l'élaboration des dispositions fiscales, notamment en créant une cellule dédiée au pilotage de la concertation publique en matière fiscale. Vous verrez dans le rapport que nos propositions, elles sont toujours extrêmement opérationnelles. Et on ne s'est pas contenté de faire des propositions qui viseraient à défendre des positions de principe, etc., etc. On essaye de décliner de manière opérationnelle les axes qu'il nous semble devoir être privilégiés pour limiter l'insécurité fiscale. L'instabilité de la norme, elle ne serait pas non plus très grave si la norme fiscale préservait la stabilité des situations en cours. Mais le problème de l'insécurité fiscale, ce qui cause l'insécurité fiscale, c'est qu'on associe l'instabilité de la loi fiscale avec l'imprévisibilité de la loi fiscale. On ne sait jamais, quand on est un acteur économique, si l'opération qu'on a réalisée va être traitée sur le plan fiscal de telle ou telle façon sur toute la durée de cette opération, qui est souvent un investissement important, un projet important sur plusieurs années. On n'est jamais certain du régime fiscal qui va être appliqué à cette opération pendant toute sa durée. Et ça, c'est lié évidemment à l'instabilité de la norme fiscale, mais aussi au fait que lorsque la loi fiscale est modifiée, on n'a pas la culture en France de préserver la stabilité des situations en cours. Alors que dans d'autres pays, on fait plus attention à ces questions-là. C'est quand même pas un hasard si la notion de clause de grand-père vient des États-Unis. La clause de grand-père, c'est l'idée que lorsqu'on bénéficie d'un régime fiscal, les personnes qui bénéficient de ce régime fiscal vont en garder le bénéfice, alors même que la disposition fiscale serait modifiée. Alors cette question de l'imprévisibilité de la norme fiscale, elle trouve de plus en plus un écho au sein des pouvoirs publics. Et on a vu notamment une traduction de cette préoccupation plus forte des pouvoirs publics avec l'adoption en décembre dernier d'une charte sur la nouvelle gouvernance fiscale dans laquelle le ministre des Finances s'est engagé à ne plus appliquer les modifications de la loi fiscale qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier de l'année suivant l'adoption du texte. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que le principe qui gouverne notamment les règles applicables en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, c'est celui de ce qu'on appelle la petite rétroactivité fiscale, c'est-à-dire le fait que les modifications qui vont intervenir en fin d'année, qui vont entrer en vigueur généralement le 28 ou le 29 décembre de l'année N, vont affecter les opérations réalisées depuis le 1er janvier de l'année N. Donc comme le disait le professeur Causian, jouez d'abord, vous connaîtrez les règles ensuite. C'est comme ça quand même qu'est construit aujourd'hui, en général,
les questions d'application de la loi dans le temps en matière fiscale. Donc ça contribue évidemment de manière très importante à cette imprévisibilité de la loi à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Donc cette charte de la nouvelle gouvernance fiscale est un pas important, très insuffisant selon nous. Néanmoins, pourquoi? Parce que d'abord cette charte, c'est juste une déclaration de principe, elle n'est pas contraignante, et d'autre part, elle ne concerne, et ça c'est très clair dans l'énoncé de la charte, que les projets gouvernementaux. Or, ce qu'on constate, nous, c'est que très souvent, comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure, l'imprévisibilité de la norme fiscale, la variabilité de la norme fiscale, elle est liée à des amendements parlementaires. Et donc à partir du moment où les amendements parlementaires, eux, peuvent continuer à modifier de manière radicale l'application de la loi fiscale pour les opérations en cours, on n'a pas fait un énorme progrès. Donc c'est pour ça que dans notre rapport, ce qu'on propose principalement pour améliorer les choses du point de vue de l'imprévisibilité de la norme fiscale, c'est de contraindre les auteurs de la norme à s'interroger systématiquement sur la mise en place de mesures transitoires de façon à préserver la stabilité des situations en cours. C'est-à-dire qu'on ferait de la prise en considération des conditions d'application de la loi dans le temps un élément finalement aussi important que celui de la substance de la norme. Il faudrait que l'auteur de la norme consacre autant d'énergie, en fait, à réfléchir à la substance de la norme et à ses conditions d'application dans le temps. Et pour ça, on demande non seulement que ces questions d'application de la loi dans le temps figurent dans les études d'impact, mais aussi qu'on subordonne la recevabilité des amendements parlementaires à ceux qu'ils prennent en considération les conditions d'entrée en vigueur des textes de façon à préserver la stabilité des situations en cours. Tout ça trouvant un appui évidemment très fort dans l'évolution de la jurisprudence, puisque au cours des dernières années, et c'est quand même pas un hasard non plus si les juridictions sont de plus en plus sensibles à cette question, on a vu que le Conseil constitutionnel d'une part et le Conseil d'État d'autre part accordent de plus en plus d'importance à la préservation des situations légalement acquises, terminologie constitutionnelle, ou à la préservation de la confiance légitime que les acteurs peuvent placer dans les normes, lorsqu'on se place plutôt sur le terrain de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ces deux normes, Constitution, garantie des droits, Convention européenne des droits de l'homme, notamment article 1er du premier protocole, sont mobilisées en faveur de la protection des situations légalement acquises. Et il faut traduire maintenant, de manière concrète, tout ceci dans la loi, dans la pratique, dans la culture, je dirais, d'élaboration de la loi fiscale en France. C'est vraiment cet axe qui est privilégié par le rapport. Alors, dernière catégorie sur laquelle je reviens peut-être plus rapidement, c'est la question de l'application de la loi fiscale, où là, il faut lutter contre l'incertitude dans l'application de la loi fiscale. Alors, comment on peut faire? D'abord, en développant encore davantage la pratique de ce qu'on appelle les rescrits, donc les prises de position de l'administration sur les situations de fait des contribuables au regard de la loi fiscale, et notamment en introduisant enfin ce qu'on appelle le rescrit contrôle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui choque considérablement les entreprises, les acteurs économiques, c'est que quand l'administration fiscale procède au contrôle de certains exercices, si quelques années plus tard, la même entreprise est vérifiée au titre d'autres exercices, les positions qui auront été prises par le vérificateur lors du premier contrôle ne pourront pas être opposées par les entreprises à l'administration fiscale. Donc par exemple, on a une entreprise qui pratique une politique de provision sur la base d'une certaine méthode. Cette méthode, elle est validée implicitement par le premier vérificateur puisqu'il ne remet pas en cause cette méthode. Et puis il y a un deuxième vérificateur qui vient 3-4 années plus tard et qui dit « Ah bah non, en fait cette méthode, elle n'est pas bonne. J'ai bien vu que mon prédécesseur, il ne l'avait pas remise en cause, mais moi je ne suis pas d'accord. » Et bien ça, on ne peut pas se protéger aujourd'hui contre ça. Et là, le rapport propose d'introduire une disposition qui permette d'opposer à l'administration fiscale les prises de position prises à l'occasion des contrôles fiscaux. En ce qui concerne la durée des contentieux fiscaux, même si les choses ont beaucoup progressé, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les juridictions jugent beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Il faut savoir qu'il y a quelques années, devant le tribunal administratif de Paris, la durée des procédures était de l'ordre de 4-5 ans. Évidemment, beaucoup trop long. Aujourd'hui, devant le tribunal administratif de Montreuil, qui est compétent sur la plupart, qui a été créé depuis, justement pour alléger la charge du tribunal de Paris, et qui est compétent pour la plupart des procédures en matière fiscale, on a une durée des instances qui est de l'ordre de 18 mois à 2 ans. Alors ça reste long au regard
de l'horizon qui est pertinent pour les acteurs économiques, mais il y a quand même eu un certain nombre de progrès. Pour accentuer encore ces progrès, on propose plusieurs mesures, dont par exemple le fait que si l'administration ne répond pas dans le délai qui lui a été imparti par le juge pour répliquer aux observations du contribuable, et bien dans ce cas-là, il en résulterait un dégrèvement d'office des impositions qui sont contestées devant le juge. Alors, avec une mesure comme celle-là, on peut être certain que l'administration sera plus rapide pour répondre aux observations des contribuables. Dernier point enfin sur lequel il nous semble qu'il faut là aussi faire évoluer les pratiques, la variabilité de la doctrine. Alors que la doctrine de l'administration, vous savez, la doctrine de l'administration fiscale, c'est quelque chose de vraiment très très important parce que ça éclaire de manière précise l'interprétation des textes fiscaux et aussi parce que la doctrine de l'administration fiscale est opposable par les contribuables à l'administration. Et cette doctrine de l'administration, donc, elle peut changer, elle peut varier. C'est normal qu'elle change lorsqu'il y a une nouvelle jurisprudence qui intervient, évidemment, lorsqu'il y a un nouveau texte qui intervient et qui modifie le contexte dans lequel est intervenue la doctrine initiale. Mais ce qu'on constate souvent, c'est que la doctrine de l'administration change sans raison. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'administration change d'avis sur telle ou telle modalité d'interprétation de la loi fiscale, puis pouf, on voit apparaître comme ça, venu de nulle part, out of the blue, une nouvelle interprétation de l'administration fiscale. Alors ça, c'est une pratique qu'il faut, à notre avis, totalement changer. Si l'administration fiscale veut modifier sa doctrine, d'une certaine façon, il faut que les acteurs économiques soient prévenus à l'avance, soient associés et comprennent les raisons pour lesquelles l'administration fiscale modifie sa doctrine. Donc il faut, à notre avis, lutter aussi, réguler les modifications intempestives de la doctrine de l'administration fiscale. Alors il y a un point sur lequel je voudrais insister quand même, c'est que toutes ces propositions, elles ont une caractéristique commune. Une caractéristique commune qui, par les temps qui courent, est importante. Elles ne coûtent rien. Ce sont des propositions qui peuvent améliorer de manière extrêmement sensible l'environnement juridique des acteurs économiques, qui sont soutenus par les entreprises et qui ne coûtent absolument pas un centime à l'État. Donc voilà des propositions qui pourraient très facilement et sans aucune conséquence financière lourde être introduites dans notre législation. Merci beaucoup Stéphane, c'est une très très juste observation et c'est vrai que très souvent les rapports sur la sécurité juridique ou la simplification du droit commencent par générer des coûts nouveaux et mettre en place des structures nouvelles qui ajoutent la complexité à la complexité et que nous avons essayé de nous garder de ce genre de tentation. J'emmènerai pour une partie mineure en fait de l'insécurité juridique, car tout va bien dans cette matière, le droit du travail. Le droit du travail a l'habitude. Le droit du travail a l'habitude de passer en dernier, mais il est quand même assez important en termes de sécurité juridique. Si je vous disais que notre maître à tous, Jean Carbonnier, commençait son ouvrage qu'on a tous lu également avec admiration, la sécurité juridique, c'est le besoin juridique élémentaire. Alors quand on confronte ce besoin juridique élémentaire au droit du travail, et je prends un exemple qui est d'actualité, c'est aujourd'hui, M. Macron a fait une loi intéressante qui vise les conseils de prud'homme, et on a appris hier qu'en fait non, il y aurait un amendement à la loi Macron qui changerait la règle qui n'est pas encore votée en termes de sécurité juridique. Là je crois que nous sommes sur une espèce de crête. Alors pourquoi le droit du travail n'est pas à la fête en termes de sécurité juridique? Pour des raisons structurelles évidemment, c'est que c'est un droit très politique, c'est un marqueur politique. Et donc là, le groupe de travail sur lequel je reviens dans un instant, c'est un peu étonné que lorsqu'une nouvelle majorité arrive, quelle qu'elle soit, en droit du travail, ça consiste à dire ce qu'a fait l'ancienne majorité, c'est épouvantable, et donc voter une loi qui dira exactement l'inverse, ce n'est pas une bonne idée. Deuxièmement, en termes de sources, ce qui n'est pas le cas en droit civil, en droit du travail, on a non seulement toutes les sources internationales, nationales, mais aussi les conventions collectives, sur lesquelles je reviendrai. Le contentieux des conventions collectives est un élément fondamental. Sur ce, on a commencé par tenter d'éviter les clichés, donc qu'on nous épargne, s'il vous plaît, pour la 28e fois, le Code du travail suisse, avec ses 54 articles, c'est une caricature, une véritable caricature. Non seulement c'est un État fédéral, mais quand on est chef d'entreprise, on n'applique pas seulement un code fédéral, je pense aux États-Unis, on applique aussi les codes qui sont de chaque État. Deuxièmement, il y a les conventions collectives. Allez vous balader en Allemagne et vous verrez les conventions collectives. Certains employeurs allemands vous diront finalement que le travail français c'est moins compliqué que la convention collective. Et puis il y a aussi la jurisprudence.
Donc le French bashing sur le code du travail est énorme. Ce qui compte pour un chef d'entreprise, ce n'est pas uniquement le code du travail, c'est au bout de la chaîne, loi source nationale, loi convention collective de jurisprudence. De ce point de vue-là, la France n'est pas ni en avance ni en retard. Et là, ça fait partie d'un club qui est très large, qui est celui de la complexité ahurissante. Je tiens à faire 2 remarques sur ce comité et ce groupe de travail qui réfléchit. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y avait pas seulement des travaillistes dans le groupe de travail. En un mot, ça veut dire que les discussions qu'on a eues ont été parfois vives, et que le rapport est un rapport résultat d'une collectivité. C'était la première chose. Deuxièmement, ce groupe de travail a commencé il y a 18 mois, et les grands esprits se rencontrent, les petits sœurs, comme chacun sait, et entre-temps, la loi Macron a repris, par exemple, en droit du travail sur l'ordre des licenciements, sur l'obligation de reclassement international, les mêmes causes produisant les mêmes effets. La loi Macron a reproduit des choses dont on avait parlé il y a une quinzaine de mois, évidemment, et ce n'est pas une question, c'est un décalage de temps. J'insiste beaucoup sur 2 points pour conclure ce soir d'introduction et avant de passer aux 3 ou 4 propositions importantes. La première chose, c'est que le droit du travail, c'est un droit de masse. C'est un peu comme le droit fiscal. Ça vise 18 millions de salariés. Ce qui veut dire que quand on annule une convention collective, c'est pas un contentieux interpersonnel ou le divorce, c'est un contentieux qui vise, dans l'affaire Syntex, 700 000 personnes. Et je vous rappelle que ce droit-là, c'est 88% de la population active sont des salariés. Et que ce droit du travail-là a un impact sociétal. En un mot, c'est un droit qui est vraiment important pour notre société. Les 35 heures, c'est pas seulement un aspect du droit du travail. C'était la première chose, un droit de masse. Deuxièmement, ce n'est pas le droit des successions. Alors ça, je ne vais pas faire une comparaison idiote, mais le droit des successions, c'est tous les 60 ans par un homme de l'art. Un chef d'entreprise doit faire sa fiche de paye en fonction des heures supplémentaires faites par semaine civile et sortir une fiche de paye à la fin du mois. Donc autant on peut accepter une grande complexité en droit de succession, et rappelez-vous vos cours, c'est une espèce de merveille, droit de succession pour ça, les sous-parties, les bons. Le droit du travail ne peut pas se permettre ça, parce qu'il faut que le chef d'entreprise soit en fin de mois capable de faire une fiche de paye. 18 millions de salariés, un droit qui est hebdomadaire ou mensuel, voilà l'intérêt de la chose. Alors, à partir de là, premièrement, on ne veut pas du côté du cœur des pleureuses, tout va mal, rien ne va plus, tout fout le camp. Le droit du travail a fait des progrès considérables depuis une dizaine d'années. Considérables. Sur la sécurité juridique en particulier. La grande idée des 10 dernières années, c'est quoi? Et spécialement, évidemment, depuis 2008, la rupture conventionnelle. Le groupe de travail a estimé que tout ce qui favorisait le consensus individuel, rupture conventionnelle, avec un succès exceptionnel, 330 000 ruptures conventionnelles. Pour ceux qui n'auraient pas les chiffres en tête, je vous rappelle que 330 000 ruptures conventionnelles, c'est 2 fois plus le nombre de licenciements économiques. Le consensus individuel, c'est bien, ça fait moins de contentieux. L'idée, c'est plus de consensus pour moins de contentieux. Le contentieux n'est pas le droit n'est pas la vie. Consensus collectif, et là c'est la loi de 2013, il va de soi que lorsqu'on dit aux chefs d'entreprise, vous devez, avec le comité d'entreprise, partager vos options stratégiques, le groupe de travail a pensé que cette option de consensus collectif sur l'emploi à l'entreprise était évidemment préférable à la saisie systématique du TGI. À partir de là, quels sont les problèmes et les solutions? Premièrement, il y a, si vous n'êtes pas travailliste, vous allez trouver ça un peu singulier d'un point de vue démocratie politique, c'est depuis une loi qu'on appelle l'Archer de 2007, le législateur, parfois, et c'est un article qu'on appelle L1 du Code du travail, qui est très connu chez les travaillistes, c'est lorsqu'un gouvernement a un projet de loi en droit du travail, eh bien, il doit, avant de déposer le projet de loi, donner le temps aux partenaires sociaux, de réfléchir et de signer un accord interprofessionnel. C'est une option remarquable, en clair, c'est un mariage démocratie sociale, démocratie politique. Avantage pour le groupe de travail qui est considérable et qui a fait l'unanimité, ce qui n'a pas du tout été le cas forcément, c'est que cette alliance démocratie sociale et démocratie politique a un double avantage en termes de sécurité. Premièrement, ça empêche que le législateur tripatouille dans l'avenir un texte qui a été voté sur la base d'un accord interprofessionnel. En un mot, s'il doit changer le texte, il va s'affronter aux partenaires sociaux éventuellement. Donc ça stabilise. Il y a un exemple très célèbre qui était valable jusqu'à hier, grosso modo, c'est que s'il y a un domaine qui n'a peu été touché, c'est le CDD. Parce que le CDD, depuis 1990, c'était un accord interprofessionnel et le législateur avait repris l'accord interprofessionnel. Premièrement, donc, la légitimité sociale d'un accord interprofessionnel que le législateur reprend, c'est une très bonne idée. Légitimité sociale pour légitimité démocratique, ça fait des textes plus stables et sans doute mieux appliqués. Sur ce, la Commission s'est penchée sur la question politiquement délicate. Le candidat François Hollande, j'ai bien le candidat, j'ai pas dit le président, avait évoqué l'hypothèse de constitutionnaliser le fait qu'il y aurait désormais
Le groupe de travail a trouvé que c'était une idée qui n'était pas pour nous tout à fait légitime, pour une très simple raison, c'est qu'au bout du chemin, ce ne sont pas aux partenaires sociaux de faire la loi de la République. La loi de la République, ce sont les partis politiques qui représentent l'intérêt général. Les syndicats ne représentent pas l'intérêt général. Donc L1 est à sa place dans le code du travail, ni plus ni moins. Deuxièmement, sur l'attractivité internationale, qui est évidemment l'une des questions essentielles. Et donc on a auditionné des personnes dans des groupes internationaux. Et c'est là où évidemment le rapport qui avait un peu d'avance maintenant apparaît un peu réchauffé. Les deux principales propositions visaient le licenciement économique. Et donc on a pris les deux chiffons rouges des groupes internationaux. Il y en a deux. Le premier, et les deux sont dans la loi Macron. Premièrement, c'est, on va prendre le plus pédagogique parce que l'heure a tourné, le licenciement économique et l'ordre de reclassement, et l'obligation de reclassement. Alors si vous n'êtes pas travailliste, prenez un café et restez assis, prenez votre souffle. C'est lorsqu'un groupe international devait licencier 5 personnes à Chalon-sur-Marne, d'accord, il devait demander à toutes les filiales du monde, donc en Azerbaïdjan, c'est le cas échéant, est-ce qu'il y a un poste vacant, y compris sous CDD. Donc si une femme enceinte, ce qui arrive parfois, d'accord, une femme était enceinte en Pologne, d'accord, il fallait demander à la filiale polonaise, avez-vous un poste vacant? Oui, j'ai un poste vacant. Et donc je vais proposer à René, qui, comme vous le savez, depuis après le collège, c'est toujours pas où est Brian au bout de 7 ans d'anglais, d'accord, il y a une culture française qui n'est pas une culture internationale. Bon. Est-ce que tu accepterais d'aller en Azerbaïdjan à 69 € par mois? Alors évidemment, le taux de réussite était de 0,01%. Donc voilà pourquoi le groupe de travail avait proposé, il y a très longtemps, mais ça a été repris parce que quand on demande aux groupes internationaux qu'est-ce qui vous fait peur en France, c'est clair que le contrôle du juge sur l'ordre de reclassement, c'était, comme disait Jules Renard, ça prête à sourire ou à sous-pleurer, mais ça prête à sous-pleurer. Allez expliquer à IBM Monde, allez expliquer à Siemens 435 000 personnes qu'en cas de licenciement en France, vous bloquez les embauches sur l'ensemble des 150 filiales. C'est irrecevable. Donc le groupe de travail a proposé, c'est ce qu'a repris le roi Macron, les grands esprits se rencontrent, les petits sœurs. Deuxièmement, deuxième exemple en matière de licenciement économique, repris par le Macron également, lors des licenciements. Lors des licenciements, si je fais un licenciement en France, si jamais je devais licencier une secrétaire à Brest, eh bien Hélène, si elle était mère de famille nombreuse, je devais prendre l'ordre de licenciement au niveau national de l'entreprise. En un mot, quand l'établissement licencié à Brest, si Hélène était mère de 3 enfants, j'allais chercher dans l'ensemble de l'entreprise toutes les assistantes de direction, et donc la pauvre Sophie qui était à Strasbourg, d'accord, dans un établissement qui allait très bien, eh bien je disais à Sophie, écoute, tu vas devoir partir parce que l'ordre de licenciement est examiné au niveau de l'entreprise. On déstabilisait l'ensemble de l'entreprise, et là aussi, la loi Macron, il met bon ordre. La loi Macron ne parle pas du sujet le plus touchy en matière de licenciement économique. C'est là-dessus qu'on s'est centré, parce que c'est le chiffon rouge du licenciement économique pour les groupes internationaux. C'est l'immixtion du juge dans l'économie d'entreprise. Donc là, la Chambre sociale a une position extrêmement en pointe, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, ou alors à côté, on peut l'appeler aussi comme ça. C'est de dire, lorsqu'on licencie en France, non seulement j'examine ce qui est parfaitement logique, est-ce que l'établissement a des difficultés économiques? Et c'est là qu'on touche un noyau dur d'incompréhension en termes de sécurité pour les groupes internationaux, c'est que la Chambre sociale nous dit, vous devez examiner au niveau de l'entreprise française, normal. Un établissement n'a pas d'autonomie juridique forte et d'autonomie économique forte. Donc en un mot, c'est est-ce que vous allez mal dans l'établissement ne compte pas pour la Chambre sociale. Il ne vous a pas échappé que parfois pour l'entreprise, il y a un exemple très célèbre de transporteur routier à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, je perds mon unique client. J'ai un seul client, je le perds. Donc je reclasse tout mon personnel en France, très bien, et après on me dit, je vais licencier 57 chauffeurs. Et on me dit, oui, mais est-ce que l'entreprise française fait de l'argent? La réponse est oui. Donc, automatiquement, les 57 licenciements étaient dénués de causes réelles et sérieuses, puisqu'on ne se place pas au niveau de l'établissement, mais de l'entreprise. Or, qu'est-ce que vous voulez que je fasse des 57 chauffeurs si j'ai exécuté mon obligation de reclassement? Donc ça, on s'est centré là-dessus, et on a terminé par la Chambre sociale à la Cour de cassation avec plusieurs propositions, mais la Chambre sociale, là encore, évolue à la fois sur le plan structurel et juridique de façon très positive. Premièrement, et là c'est différent entre le droit et le fait, l'avis de la Cour existait depuis très longtemps. Mes prédécesseurs l'ont souligné. La Chambre sociale n'aimait pas du tout l'avis. En un mot, lorsque les juridictions du fond demandaient un avis de la Chambre sociale disait que c'est soit ni sérieux ni nouveau, elle écartait la question, elle ne voulait pas se lier les mains pour le contentieux. Aujourd'hui, ça a changé. Et ça, c'est une source de sécurité. Ce n'est pas une modification de la loi, c'est une modification de l'attitude de la Cour de cassation, qui est extrêmement positive. Ça consiste à dire, plutôt, et c'est là où on marche sur la tête en droit social, les lois changent, devinez, tous les 5 ans, mettons, au mieux. Or, la Cour de cassation, elle se prononce, grosso modo, en 5 ans. Donc, on est dans un
dans une machine absolument contre-productive. C'est que lorsque la Cour de cassation prend une position, la loi aura changé, donc la position normative de la Cour n'aura plus d'effet. Donc en l'espèce, l'avis est rendu rapidement, et là il y a une évolution, et on l'a proposé, et en l'espèce ça a été repris, la loi Macron a eu la même idée, disons, c'est les conventions collectives sont d'application nationale. Donc vous aviez parfois 23 conseils de prud'homme saisis sur est-ce que machin qui a moins d'ancienneté a droit à la prime. 23 conseils de prud'homme. Parfois il y avait 5 positions différentes. Donc qu'est-ce que dit la loi Macron et ce qui était proposé dans le rapport? C'est que l'avis soit non seulement sur une loi nouvelle, mais aussi sur une, en clair, messieurs de la Cour, est-ce que quelqu'un qui a moins d'ancienneté a droit à la prime? Ça permettra d'avoir une position unique de la Cour de cassation. Enfin, sachant l'importance des prud'hommes, mais là, bon, je préfère pas en parler, ça on sera, je vois que l'heure tourne en plus, mais juste pour vous mettre un peu les pendules à l'heure, si jamais vous avez une vision des prud'hommes un petit peu dernier cri, Alain Supiot, qui est pour un travailliste, un espèce de maître façon Jean Carbonnier, a écrit en 1992 un article qui s'appelle « L'impossible réforme des conseils de prud'homme ». C'était en 92. Et aujourd'hui, on est encore dans un projet, et là, si vous voulez, en termes d'insécurité, allons-y, qu'est-ce que propose le groupe? Ce qui a donné lieu à des débats très vigoureux, extrêmement vigoureux, parce que bon, il y a une culture, chacun d'entre nous a une culture, d'accord, et répond à son milieu. Premièrement, si on regarde les chiffres, il y a 5% de conciliation au prud'homme. 5%. Pour des raisons évidentes, c'est qu'avant, on raisonnait plutôt en équité. Quand les prud'hommes ont été créés en 1804, il n'y avait pas 3800 articles du Code du travail. Aujourd'hui, allons-y, 5% de conciliation. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas supprimer la conciliation? Alors après le très vif débat, le groupe a estimé nécessaire, parce que ça reporte tout, de supprimer la phase de conciliation. Pour ceux qui connaissent la loi Macron, elle ne propose pas de supprimer la phase de conciliation, mais elle propose d'en faire un bureau de conciliation et d'orientation, en un mot, une espèce de mise en l'état. Mais nous, on a proposé la suppression, parce que 5% et un retard de 6 mois, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, l'échevinages. Là, vous savez, c'est la question des prud'hommes. Les prud'hommes sont comme ne le disent pas, pour les universitaires qui sont ici, ou surtout autour de cette table, on fait passer les heures en ce moment, et vous avez un étudiant qui arrive, on aura le droit du travail, lui c'est quoi un prud'homme, et il n'a pas la moindre idée, évidemment, il a fait l'impasse totale, donc ça donne un homme qui est prude. Non, la réponse est non. Prudentia, c'est l'intelligence, la finesse. Quand on a créé les prud'hommes, c'était des règles d'équité, de règles de l'art. Est-ce qu'il a raté sa pièce ou est-ce qu'il a bien fait sa pièce? Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter des conseils de prud'homme qui sont nommés par les syndicats. Les deux côtés, c'est pas ça la question. Mais il faut une compétence juridique élémentaire pour appliquer le Code du travail. Et c'est là où, je m'arrêterai là, sans ça, je répondrai à vos questions éventuellement, et c'est là où il y a un vrai souci côté juridiction sociale, pas seulement prud'homme. C'est qu'un conseil de prud'homme, alors là, la loi Macron, c'est l'insertion, oblige les prud'hommes à subir une formation, ce qui n'était pas le cas auparavant, et tenez-vous bien, ce qui est le b.a.-ba, si jamais le conseil de prud'homme dit « écoute, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps », il sera démissionné d'office. Donc en un mot, on avance, on voit que les choses n'en restent pas là. Il ne faut jamais être du côté du cœur des pleureux, il faut être toujours du côté des gens qui font avancer les choses. Donc là, il y a des choses très importantes. Mais deuxièmement, pour terminer, sur les affaires simples, est-ce que c'est la peine pour l'affaire extrêmement simple d'heures supplémentaires? Conciliation, non. On va directement au bureau de jugement. Franchement, les heures sup, est-ce que c'est la peine de réunir 4 personnes, dont certaines sont parfois absentes, ce qui aboutit à un renvoi? La commission propose, dans ces opérations-là, d'avoir un bureau de jugement restreint. Enfin, et c'est ce qui fera sans doute le plus de bruit au Conseil de prud'homme, on part du principe qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'avoir une commission, enfin un conseil de prud'homme purement paritaire, et donc le groupe, après de grosses et sérieuses discussions, propose l'échevinage. Quel est le but de l'échevinage? C'est de faire présider le conseil de prud'homme systématiquement par un magistrat professionnel. Avantage en termes de réflexion purement juridique, en un mot, c'est un magistrat qui a été formé au droit. Deuxièmement, en termes très importants sur le plan pratique, et je m'arrête là, en termes de rédaction du jugement, un chiffre qui est unique en droit, il y a 60% d'appels sur le jugement des jugements de prud'homme. Alors c'est dû à plusieurs facteurs, mais 60% d'appels, je vous rappelle que les tribunaux de commerce qui sont composés du jugement professionnel, ça tourne entre 12 et 15%. 60% d'appels, c'est-à-dire qu'à Paris, ça reporte l'affaire de 24 mois, et à Aix-en-Provence ou à Lille, de environ 30 mois. Donc l'idée, c'est mettre, après de lourdes discussions, un magistrat professionnel qui préside les prud'hommes. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir aux prud'hommes, parce qu'ils ne seront plus autonomes. L'avantage, c'est qu'il rédigera des jugements qui, on espère en droit, seront beaucoup mieux motivés. Voilà en ce qui est pour le travail. Merci beaucoup Jean-Emmanuel. Et je voudrais dire qu'à Paris 2, j'ai jamais entendu un étudiant dire que prud'homme, c'est un homme prude.
Paris 1 peut-être, mais Paris 2 jamais. C'est bien connu, à Paris 2, on sait que vous êtes un peu bloqué. Ouais. On vous a coupé le son. Nous avons quelques minutes encore pour répondre à vos questions. Je pense qu'on vous a un petit peu fait le tableau global de ce rapport. Il est long, il est dense. Évidemment, on est à votre disposition, pas seulement dans les minutes qui restent, mais dans les temps qui viennent pour répondre à vos interrogations. On est à votre disposition via le Club des juristes, via Little Wing qui est là-bas et qui nous aide à diffuser un peu la bonne parole que nous croyons se trouver dans ce rapport. Évidemment, aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, avec grand plaisir. Mais est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà ? Je me demandais s'il y a un moyen de mesurer l'impact économique de cette insécurité. Oui, ça a été fait, notamment par l'OCDE, je crois. C'est en pourcentage du PIB, voilà. Donc c'était en 2006. L'OCDE estimait entre 3 à 4 points de PIB selon les pays le coût de la complexité de la norme. Et l'une des propositions de droit du travail consiste à dire si le législateur fait une étude d'impact, il ne paraîtrait pas totalement anodin lorsque la Chambre sociale rend des arrêts qui impactent 700 000 personnes, qu'avant de rendre un arrêt qui impacte directement avec effet rétroactif sur 5 ans 700 000 personnes, par exemple l'avocat général à la Cour, dont le rôle a été, comme vous savez, un peu modifié par des arrêts de la Cour de Strasbourg, fasse auprès des partenaires sociaux, d'accord, une étude à son propre niveau, d'accord, dans le juridique et économique, aussi une étude d'impact sur est-ce que si on prend cette position, ça ne va pas bouleverser l'équilibre de la branche, l'équilibre politique, économique et social. Si vous n'avez pas de questions, on peut peut-être lever cette séance et parler comme ça. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite. Le lieu est disponible jusqu'à 11h, je crois. Mais nous ne sommes pas obligés de rester non plus jusqu'à 11h, Jean-Emmanuel. Mais nous vous remercions de votre présence et nous espérons avoir la chance de vous voir lire un petit peu les propositions, les discuter, les confronter à d'autres opinions. L'essentiel pour nous, c'est que ce rapport nourrisse un débat, qu'il soit lu est indispensable, qu'il soit suivi est une autre chose. L'essentiel, c'est en toute hypothèse que la question ne reste pas sous le tapis, pour reprendre une expression de certains. Merci beaucoup de votre attention et bonne journée.